dédicaces, j'ai souvent des adultes, c'est assez étonnant. Pourtant, c'est à la base l'histoire d'une petite fille, Clara, qui a 12 ans, qui perd ses parents dans un accident de voiture et qui se retrouve chez un oncle un petit peu bizarre, avec une tante qu'elle ne voit pas, jamais, et qui s'aperçoit petit à petit que sa famille est en commerce avec les fées. Voilà. Et elle se retrouve prise dans une aventure petit à petit où les fées la baladent un petit peu. Et donc dans le clairvoyage, ça va plus être cette approche avec sa nouvelle famille et ce commerce avec les fées, et la brume des jours, davantage ses rapports après avec les fées, il me semble. Le premier est vraiment fantastique puisqu'on est dans notre monde et il y a des apparitions surnaturelles, donc de fées mais aussi de fantômes, alors que le deuxième se passe dans le monde des fées, donc c'est vraiment de la fantaisie où elle rencontre des fées dans leur monde qui est particulier, qui est un monde vraiment bizarre en soi puisque c'est elle qui crée le chemin au travers du monde, voilà. Les éléments du décor, le paysage, la géographie changent selon les gens. Le rapport de Clara à la perte de ses parents est assez particulier puisque au début, en tout cas dans ce que tu décris, elle manifeste une certaine perte, mais pas tellement une tristesse à laquelle on pourrait s'attendre, extrêmement profonde, ou qu'on pourrait voir dans certains romans d'être totalement ravagée par cette perte. Elle prend ça de façon assez rationnelle et c'est plus le changement de décor. Bon, alors d'abord c'est une petite fille très rationnelle et puis en plus il faut savoir une chose, c'est que dans mes romans en général les parents meurent, voilà. Les adultes sont des gens assez désagréables en soi et quand ils ne sont pas désagréables ils ne sont pas nécessaires. Là en l'occurrence ses parents l'aiment beaucoup, elle aime beaucoup ses parents, mais l'aventure commence, elle est tout de suite prise dans une aventure qui la fait grandir et qui la fait grandir très vite puisqu'entre le clairvoyage et la brume des jours elle prend 4 ans en quelques minutes suite à un sort évidemment des fées. Donc voilà. Et puis je n'avais pas envie de parler de la tristesse de la perte, mais d'une forme de résilience, c'est-à-dire d'une enfant qui arrive à s'en sortir, quel que soit le destin qu'elle a. C'est finalement un rapport au deuil qui nous montre que la mort est quelque chose de triste, mais finalement c'est en tant que quelque chose qui arrive, on ne peut pas y couper et quand on prend ça de façon assez rationnelle comme le fait Clara, et finalement on peut effectivement s'en sortir et ne pas tomber dans une profonde tristesse qui nous empêcherait de vivre. C'est pas tant le côté rationnel parce qu'elle se retrouve tout de suite face à des fées, des chasseurs de fées, des fantômes, une banshee, donc c'est pas parce qu'elle est rationnelle, c'est parce qu'elle a 12 ans et qu'elle continue à vivre et qu'à 12 ans on est immortel, on se croit immortel. Apprendre la mort vient beaucoup plus tard, donc elle avance, elle rebondit. Mais justement ce choc face à l'immortalité pensée et finalement la mort de ses parents normalement, enfin pas normalement mais aurait pu justement lui apprendre qu'elle n'était pas immortelle et que c'est là qu'aurait pu venir une angoisse profonde de l'absurdité finalement de la vie, alors qu'elle avait eu une enfance avec des parents enseignants, très rationnels, et ce rapport directement à l'absurdité de notre vie, c'est-à-dire on va avoir une fin et c'est comme ça. Je pense que pas à 12 ans en fait. À 12 ans on se contente entre guillemets de la vie qu'on a parce qu'on a tout à construire. Donc ça aurait été aberrant de la plonger dans l'angoisse justement. Et le rapport avec son oncle, donc, qui était fâché avec sa famille, dont elle ne se souvient pas avant de le rencontrer, il me semble. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il y a aussi le rapport avec ses tantes, enfin c'est les sœurs de sa belle-mère, du coup.
coup adoptive. Bon, alors deuxième point, dans mes romans, toutes les familles sont dysfonctionnelles. La famille est une aberration en soi. Maintenant, il fallait, quand même un roman jeunesse, ou du moins un roman qui porte pas mal d'espoir, donc il fallait aussi des éléments drôles, des éléments décalés. Donc les deux tantes sont complètement décalées, sont deux célibataires endurcis qui ont une boutique de bizarreries. Qui ont un rapport un petit peu conflictuel, plutôt amusant. L'oncle devait être un rêveur parce qu'il vit avec une femme qui a commerce avec les fées, donc ça devait être un homme dénué de toute rationalité en fait. Une espèce de grand enfant qui d'ailleurs est très démuni face à cette petite fille de 12 ans, il ne sait pas s'en occuper, puisqu'un enfant ne sait pas s'occuper d'un autre enfant. Donc voilà, ça devait être une famille un petit peu bizarre, un petit peu dysfonctionnelle, et à l'inverse de ce qu'était sa famille, c'est-à-dire des parents enseignants, voilà, dans la réalité, très construit, qu'il élevait en l'éloignant justement de tout imaginaire, de toute fantaisie. Et donc ce voyage après dans le monde des fées, et comme tu le disais, un monde un peu bizarre, même assez horrible finalement. Est-ce que là tu peux nous en parler encore un petit peu du monde des fées? Ouais, pourquoi ce monde c'est pas un monde horrible du tout. Quand j'étais petite, je lisais, comme beaucoup de gens, je lisais Spirou. Et dans Spirou, il y avait une chronique de Pierre Dubois, enfin une page comme ça, régulièrement de Pierre Dubois, illustrée par Haussmann, qui s'appelait Le Grand Fabulaire du Petit Peuple, et qui nous montrait la vision des fées de Pierre Dubois, c'est-à-dire des fées qui ne sont absolument pas chrétiennes, donc qui ne sont pas régies par le bien ou par le mal, des fées capricieuses qui vous couvrent d'or ou alors vous entraînent au fond d'un marécage pour vous noyer. Donc c'était les fées que j'avais envie de montrer. Du coup, le monde des fées, effectivement, alors je suis une grande fan de Lewis Carroll, peut s'apparenter au monde de Lewis Carroll, c'est-à-dire que tout semble à peu près normal, ou du moins connu, et on est dans l'absurdité la plus totale, parce que les fées n'ont aucune réaction logique. Donc voilà, donc il n'est pas horrible en soi, simplement il ne correspond pas à nos façons de voir le monde ou de réagir. Et donc le choix du roman jeunesse c'était ton premier roman. Est-ce que d'abord tu avais déjà essayé d'autres textes, ou alors est-ce que tu t'es lancé d'abord dans un roman jeunesse Non, alors j'écris, enfin c'est mon premier roman envoyé et publié, parce que j'écris depuis très longtemps. J'écris beaucoup de littérature blanche, enfin ce qu'on appelle la littérature blanche, c'est-à-dire de la littérature générale, beaucoup de nouvelles sur les maisons, sur les familles, toujours, les familles dysfonctionnelles, et puis de la fantaisie, et puis d'autres choses, et cette histoire est arrivée comme ça. C'est une histoire que j'avais envie d'écrire depuis longtemps, qui correspond à des rêveries d'enfance. En fait, chez moi, il y avait un tableau, un tout petit tableau qu'un jeune Russe avait offert à ma grand-mère quand elle faisait les beaux-arts, donc dans les années 20, et ce tableau représentait une petite fille dans une forêt, sur un chemin, et une petite fille perdue, debout, voilà, qui n'avait pas l'air de savoir où elle était, qui ne faisait rien, qui était juste debout, habillée comme cette petite fille des années 20, avec une robe au mollet, à peu près un chapeau rond. Et j'étais fascinée par ce tableau. Et en fait, ça m'a suivie, et donc du coup c'est devenu Clara. Et puis après, j'avais beaucoup de choses à mettre dans ce roman, qui est très très personnel, sur la famille justement, et sur les gens que j'avais aimés. J'ai toujours pensé que écrire me permettait de ressusciter ou de rendre immortel des gens que j'aime. Donc la grande-tante Coucou, pour ceux qui ont lu Le Clairvoyage par exemple, c'était ma tante qui est morte il y a quelques années déjà, qui était un personnage que j'aimais beaucoup. C'était vraiment un personnage, c'était une sorte de Gainsbourg en femme. Elle était très drôle, et donc du coup j'ai remis plein de choses comme ça de mon enfance, et c'était vraiment un livre d'enfance. Voilà, il me fallait peut-être celui-là pour oser du coup envoyer à La Talente qu'il a publié, parce qu'avant je n'ai jamais rien envoyé, pas simplement par peur, mais parce que je trouvais pas ça abouti du tout. Voilà. Et donc après le chemin s'est fait vers plus la littérature adulte, avec Narcogenèse, où le thème de la famille dysfonctionnelle, la bourgeoisie de province là aussi s'installe,
le secret familial là, est beaucoup plus impliqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu es arrivé d'abord de la brume des jours, enfin du clairvoyage et de la brume des jours, jusqu'à Narcogenèse. Alors déjà, je pense que je ne suis pas un auteur seulement jeunesse. J'ai envie d'écrire plein de choses. J'écris plein de choses dans plein de genres. Et voilà, Narcogenèse, c'est un petit peu différent. C'est un roman qui contient beaucoup de choses, aussi des réflexions que j'ai pu avoir en revanche en tant qu'adulte, ma part adulte qui s'est exprimée. C'est en résumé, Narcogenèse, c'est l'histoire de ces deux enquêtes, une enquête surnaturelle et une enquête policière. Une jeune femme qui s'appelle Z, qui est infirmière et qui a le don de voyager dans les rêves. Elle ne peut pas voyager dans les rêves des gens en bonne santé, sinon son esprit se fait aspirer assez vite. En revanche, elle peut voyager dans les rêves des gens qui sont dans le coma, donc qui ont un esprit stable dans le sommeil, et elle les aide à choisir entre la vie et la mort. Z est particulière puisqu'elle vient d'une famille, en soi elle n'a pas besoin de travailler, elle fait vraiment ça par altruisme, elle vient d'une famille qui est un véritable empire pharmaceutique, qui est une famille encore une fois étrange, encore une fois dysfonctionnelle, puisque cette famille habite dans une maison qui s'appelle Le Chai, et où personne n'a jamais le droit d'entrer, à tel point que le père, avant sa mort, quand il doit recevoir évidemment des gens pour faire des affaires, les reçoit dans une espèce de maison témoin en ville qu'il a aménagée pour que personne ne rentre vraiment dans cette maison. C'est une gynécocratie ou une famille matriarcale, il n'y a que des femmes, les hommes ne survivent pas, les enfants mâles ne survivent pas à cette famille. Parallèlement, il y a l'enquête d'un flic qui est vraiment le flic sympathique tel qu'on peut l'imaginer, qui s'appelle Simon, c'est vraiment un labrador, enfin lui ce qu'il veut c'est aider tout le monde, il est très généreux et lui aussi vient d'une famille en soi, pas dysfonctionnelle mais différente puisque il s'est occupé de sa sœur, il est orphelin, il s'est occupé de sa sœur et maintenant il s'occupe du fils de sa sœur et toujours de sa sœur, donc ce fils qui n'a pas de père. Et lui s'aperçoit que des enfants de la DAS disparaissent régulièrement. Et une enquête sur la disparition d'un enfant qui s'est volatilisé en pleine nuit. Sa chambre est fermée à clé, les volets n'ont pas été ouverts et on retrouve la forme de son corps dans le lit, il s'est juste volatilisé. Et de l'autre côté, Z s'aperçoit au même moment qu'en voyageant dans l'esprit d'un enfant qui est dans le coma, il y a un prédateur qui se fait appeler le marchand de sable. Donc on est encore dans l'univers du conte, sauf que c'est un marchand de sable à la Freddy Krueger qui assassine l'esprit des enfants. Donc voilà, ce sont ces deux enquêtes avec en fond toujours la famille et la maternité. Parce que pratiquement chaque femme de cette histoire est une mère, et une mère qui est face aussi aux problèmes qu'on peut rencontrer, aux interrogations qu'on peut rencontrer en tant que mère. À part Z, qui du coup est la seule qui agit. Voilà, elle a le temps, évidemment, elle n'est pas dans le biberon et les couches, donc elle a le temps. Et du coup, moi je me souviens particulièrement d'une scène qui résout bien, qui est assez marquante sur le côté de de cette maison fermée, secrète, le moment où Simon le policier va rentrer dans la maison avec son collègue pour fouiller. Et c'est toujours un jeu avec du coup Claude, qui est la mère, la matriarche, et pour savoir jusqu'où il va pouvoir aller, qu'est-ce qu'il va pouvoir découvrir à l'intérieur, et toujours la menace de divulguer ce qu'il voit, divulguer ce qu'il sait, le secret et le centre de cette famille. Alors plus que le secret, c'est le tabou en fait, puisque personne ne pose les bonnes questions au bon moment. Il y a vraiment un tabou, c'est-à-dire que la famille là garde farouchement ce secret à tel point évidemment que
comme ça se passe avec le tabou, les enfants eux-mêmes ont pris l'habitude de ne pas poser de questions. Donc quand ce flic arrive avec son esprit rationnel dans cette maison fermée, cette maison bourgeoise, il est complètement l'inverse, lui. Il a été pupille de la nation, voilà, il est flic, il est dans le concret, il n'est pas du tout dans cette bourgeoisie de province, un peu enfermé entre les meubles qui sentent la cire et les chiens de chasse. Évidemment, il viole le sanctuaire parce que lui cherche des réponses, sachant qu'on vient de trouver dans le chai un des enfants disparus, la DAS, on vient de trouver au pied des amandiers, des fameux amandiers qui décorent le parc. Et voilà. Ça m'intéressait de travailler sur le tabou parce qu'on a tous des secrets de famille. On apprend tous des choses à un moment ou à un autre. On vit tous avec ce poids du secret, spécialement dans ces familles très, très bourgeoises. Je pense aux grandes familles avec Gabin. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Qui est vraiment construit autour du pouvoir et du secret. Voilà. Et donc tout à l'heure tu disais que c'était un de tes thèmes même avant d'être publié à la Talente, même dans la littérature blanche. Donc ce rapport à la famille est-il toujours tabou? C'est toujours dans le tabou que tu recherchais tes histoires, ou c'est d'autres thèmes t'intéressaient Sur la famille? Ouais. Pas obligatoirement le tabou, mais le principe même de famille, même si je l'accepte, si moi-même je construis une famille et je travaille avec des familles, parce que je suis enseignante aussi, donc sur le principe de famille, de savoir récupérer aussi certains manquements de ou à la famille. Ce qui m'intéresse, ce sont les fonctionnements et dysfonctionnements, la façon dont on se construit par rapport à sa famille, et où à un certain moment il faut savoir la dépasser, il faut savoir l'oublier, la laisser de côté pour se construire soi-même. C'est pas obligatoirement le tabou dans le clairvoyage, il y a absolument pas. Enfin, il y a des secrets, mais des secrets qui sont plutôt amusants et positifs. Dans Narcogénèse, c'est différent parce qu'évidemment le secret est énorme et terrible, il faut absolument le cacher. Et c'est, je vais pas évidemment, parce que c'est un thriller pour raconter l'histoire, mais on comprend dès le prologue que c'est l'ancêtre, Adrienne, qui met en place le silence tout de suite pour construire une lignée. Voilà, donc voilà. Et du coup, ce parallèle entre l'enquête plus rationnelle du policier et après l'enquête de Z, surnaturelle, à la recherche dans ces gens, dans l'esprit de ces gens dans le coma, du marchand de sable et de lutter contre ce personnage affreux. Comment t'es venue cette idée de double enquête, en fait, l'une sur un plan beaucoup plus habituel et l'autre plus surnaturel, plus fantastique? Finalement, j'ai fait les choses assez simplement. Le principe du fantastique à l'origine, selon Todorov, vous le savez évidemment, c'est de toujours garder à l'esprit qu'on peut avoir deux explications, l'explication surnaturelle, l'explication rationnelle. Donc là, moi, j'avais envie d'entrelacer les deux de façon à avoir vraiment plusieurs regards. C'était intéressant d'avoir plusieurs regards sur cette famille parce que d'un côté, la famille ne peut rien dire. Z a été élevé pour ne rien chercher dans sa famille. Il fallait quelqu'un de plus libre pour pouvoir aller mener cette enquête, savoir quel était le lien entre ces enfants de la DAS disparus, cette famille qui a l'air parfaitement bien, même honorable, ce sont des notables, et qui est quand même assez étrange et sur laquelle courent des rumeurs absolument folles. Donc il fallait quelqu'un avec un œil neuf, libre. Et puis après, sur la famille, il me fallait une histoire d'amour, évidemment. Il me fallait une histoire d'amour, pourquoi? Parce qu'il me fallait un homme qui n'était absolument pas dans ce milieu, qui arrivait à faire réaliser aux filles, parce qu'il y a plusieurs filles dans cette famille, il y a Z, puis il y a sa sœur Diane, et à faire réaliser aux filles de la famille que le fonctionnement était aberrant, en fait.
donc cette histoire d'amour, finalement, elle se conclut quasiment qu'à la fin, ou je sais pas si elle se conclut même, mais ça a été un moteur pour l'histoire ou pas? Parce que finalement, elle est assez marginale dans toute la... Dans l'histoire elle-même, oui et non. Finalement, c'était encore aussi très logique. Tomber amoureux, construire sa propre famille ou pas d'ailleurs, juste tomber amoureux, c'est une façon de se dégager de sa famille. Évidemment, c'est une façon de partir, de voir autre chose, de s'adapter à autre chose et de casser aussi des fonctionnements. Donc c'était ce qui m'a intéressée. Et c'est important qu'il y ait au moins un homme dans cette histoire. C'est Jean-Claude Duniac, après avoir lu le manuscrit, qui m'a dit c'est super, mais alors on ne se sent pas très à l'aise quand on lit ça et qu'on est un homme, parce que les hommes dans ton histoire meurent ou sont absolument nuls. C'est pas tout à fait vrai. Il y a Simon, il y a ce flic-là. C'est important aussi de voir un homme qui agissait et qui venait complètement détruire ce silence, ce tabou en soi, et qui sortait un petit peu aussi des histoires de maternité. L'histoire de la maternité m'intéressait parce que quand j'ai eu ma première fille, j'ai été sciée par le tabou qu'il y a autour de la maternité. On est encore dans des histoires de silence, donc évidemment il fallait que je le mette dans ce livre-là, sur le fait qu'on ne dit jamais rien, et Dieu merci on ne dit jamais rien, sinon l'humanité s'éteindrait, mais on perpétue ce silence. Et puis silence a été perpétué très longtemps sur la maternité, puisque un des déclics de ce roman, ça a été l'affaire Courgeot. Bon, je ne vous dis pas exactement pourquoi, vous le découvrirez si vous lisez Narcogénèse, vous l'avez découvert pour certains. Dans l'affaire Courgeot, en fait, il y a une phrase qui m'a... Alors j'ai suivi comme tout le monde, voilà, cette affaire. Puis il y a une phrase qui m'a laissé quand même... À un moment, c'est elle qui a dit « Je n'ai pas pu tuer mes enfants, je n'ai pas pu tuer ses enfants, parce qu'ils n'existaient pas. » Et la question que je me suis posée en étant mère moi-même et donc en réfléchissant pas mal, c'est où vont les enfants qui n'existent pas pour leurs parents? Pas seulement ceux qui sont tués suite à un déni de grossesse, mais aussi ceux qui grandissent mal, hein, qui grandissent sans parents. Où vont-ils? Que deviennent-ils? Comment se construisent-ils en dehors de toute idée de parentalité, de famille? Donc on reste toujours dans ces thèmes de famille dysfonctionnelle, de maternité dysfonctionnelle ou non, et de silence. Voilà. Finalement, c'est aussi de la reconnaissance, parce que la reconnaissance de l'enfant, si les parents ne reconnaissent pas l'enfant en tant que tel, finalement, si on reprend cette citation dans l'affaire Courgeot, il n'existe pas en tant que... il n'existe pas. Si les parents décident qu'il n'existe pas, alors comment ils font pour évoluer et donc pour trouver une certaine reconnaissance autre part que dans la famille, non? Ça, je n'en sais absolument rien. C'est bien la question que je me pose, surtout à l'heure actuelle où on a cette mode dont vous avez dû entendre parler, enfin vous avez vu pour certains, j'imagine, qui s'appelle le naturalisme, qui est une mode avec une mère toute puissante où un enfant, en fait, n'existe, à mon sens en tout cas, pas en tant que tel, puisqu'il est toujours lié à sa mère. C'est-à-dire qu'il n'a aucune liberté de se construire, de se casser la figure, de grandir aussi seul et en dehors de la famille. Et ça aussi, c'est une question que je me suis posée pendant tout le roman. C'est voilà, que deviennent ces enfants qui grandissent sans personne, mais aussi que deviennent ces enfants qui grandissent avec la pression des mères. Voilà, cette pression qu'on met en général dès qu'on touche à la maternité, qui est vraiment une question sociale en plus. À partir du moment où on est mère, à partir du moment où on est enceinte, où on va être parent, on est jugé. On est tout de suite jugé, on est jugé socialement. Voilà, ce qui est quelque chose à l'heure actuelle, je trouve, d'assez paradoxal, parce que justement, il y a une espèce de... on se recroqueville beaucoup autour des enfants. Et d'un autre côté, il y a ce jugement social permanent. La société aussi est vraiment au cœur de Narcogénèse, parce qu'il y a évidemment un point de vue sur la famille bourgeoise, mais pas seulement, sur aussi la façon dont on utilise la famille
la bourgeoisie, cette bourgeoisie qui n'existe presque plus d'ailleurs. Dieu merci. Oui, parce que toute la région transmet des rumeurs ou de satanisme, sur cette famille bourgeoise, cette lignée fermée et secrète. Oui, il y a une grande part, enfin la rumeur de province. Voilà, je me suis vraiment amusée à utiliser cette province qu'on connaît tous, un petit peu figée, où on parle beaucoup, où on fait courir des rumeurs, des secrets, ce genre de choses. Oui. Alors, on va se prendre le plafond sur la tête, voilà. Du coup, quelque chose de peut-être un peu plus léger. Z découvre son pouvoir via le magicien d'Oz, le moment où elle suit les briques jaunes. Pourquoi? Comment c'est venu cette idée? Pourquoi? Alors j'aime toujours mettre du conte dans mes histoires, là, voir comment on utilise le conte. Donc là on va vraiment se prendre le plafond. Ça va être, ouais, voilà, c'est un peu le clou du spectacle qu'on avait prévu. De mettre des contes. Donc le marchand de sable, déjà j'aimais beaucoup l'idée d'utiliser le marchand de sable. Je vais répondre à la vraie question après. Pourquoi? Parce que ça m'a toujours paru aberrant aussi, cette histoire de marchand de sable, un type qui vient nous jeter du sable dans les yeux. Enfant, ça me paraissait absolument horrible. Et du coup, je l'ai mélangé avec la figure de Freddy Krueger, qui fait vraiment partie des personnages qui me terrifient, qui m'ont toujours terrifiée. Voilà, parce que pour moi, le marchand de sable, du coup, je suis pas du tout de la génération de Bonne Nuit des Petits en plus, donc il n'y a pas du tout le côté Pimprenel et Nicolas. Voilà. Et pour le magicien d'Oz, c'est la même chose. J'ai toujours trouvé étonnant qu'une gamine qui a la chance de vivre dans un monde merveilleux veuille retourner au Kansas, au milieu du désert, avec un oncle et une tante qui sont jaunis par le travail. J'ai absolument pas compris. Donc pour moi, le monde du marchand de sable, c'est-à-dire le monde des rêves, devait être quelque chose de connu, qu'on reconnaissait tous, et en même temps complètement terrifiant en soi. Donc voilà, puis comme j'aime le magicien, j'aime les comédies musicales en général, j'aime le livre mais j'aime aussi le film, c'était logique. Et donc avant de passer à quelques questions, il y a des questions dans la salle, on va pouvoir parler un peu d'actuellement. Du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ou quels sont tes projets? Alors, je me suis mise à la nouvelle, ce que je ne faisais pas du tout avant. Donc, j'ai une nouvelle qui va sortir dans l'anthologie de Bagneux, Destination Univers. Voilà, donc du space opera, ce qui n'est pas du tout mon genre d'origine. Je me suis amusée comme une folle, j'ai adoré. J'ai adoré mélanger Firefly, le Capitaine Flamme, Star Wars. Voilà, pas du tout de références littéraires, plus des références de séries, de cinéma. J'ai aussi une nouvelle qui sort dans l'anthologie de Lucie Chenu de Brocéliande à Avalon. Je dirais pas que j'ai supplié pour faire partie de cette nouvelle, mais presque, de cette anthologie, mais presque. Non, en fait, c'est vraiment ma passion d'origine, c'est vraiment les Chevaliers de la Table Ronde. Donc voilà, j'ai écrit une nouvelle là-dessus. Et j'ai écrit un roman de science-fiction pour la Talente. Et je travaille sur d'autres choses. J'ai toujours 3-4 projets d'avance que je prends dans un ordre ou un autre. Voilà. Et ce passage à la nouvelle, comment tu l'as vécu? C'était horrible, hein. C'était épouvantable. C'est très très dur à écrire une nouvelle en fait. Mais ça m'a beaucoup amusée et surtout je me suis bien intéressée au côté technique, c'est de faire rentrer beaucoup d'idées en très peu de mots et voilà. Donc j'ai appris beaucoup de techniques et je trouvais ça assez agréable. Voilà. Ça se ressent après sur ton, parce que apparemment ton futur roman est de la SF, alors que tes deux premiers c'était plus du fantastique, La Brume des Jours, plus fantasy. Du coup, ce côté d'avoir essayé le space op, t'as vraiment donné l'envie ou c'était avant C'était en cours, mais en revanche ça a changé un peu ma façon d'écrire, ça m'a donné une efficacité d'écriture. Enfin, en tout cas pour moi, plus. Voilà, ça m'a appris à être un peu plus efficace, moins délayé. Voilà, en me disant j'ai de la place, je peux y aller, non. D'être plus précise aussi, donc et de construire ce que j'avais déjà fait dans Narcogénèse, d'essayer de construire les chapitres comme des petites nouvelles. Là, ça m'a vraiment appris voilà, au niveau du rythme, du vocabulaire, à être plus précise, plus efficace. D'accord.
S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, on prendra un peu des questions soit sur Narcogenèse, soit sur La Brume des Jours. Est-ce que quelqu'un a un micro quelque part ou sinon... Ah, super. Oui, donc en fait, je suis passée sur votre blog, c'est bien sur Overblog, c'est ça? Comment? Votre blog, il est Oui. sur Overblog, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de coups de gueule, des trucs comme ça. Donc je voulais savoir si c'était indispensable de tenir un blog pour vous et comment vous perceviez l'outil en lui-même. Moi j'adore tenir un blog, mais je n'ai jamais le temps en fait. C'est absolument horrible, surtout que je suis accro à Facebook. Donc il faudrait que j'arrive vraiment à me déconnecter de Facebook et puis du coup à passer au blog. Indispensable, non. Au début, j'avais un blog avant qui s'appelait Le Rêve du Cochon d'Inde. Et qui m'amusait beaucoup. Puis à un moment je me dis bon allez, je vais être sérieux, je vais faire un blog d'auteur avec les dédicaces. C'est sorti, ça a tenu 2 posts. Et après évidemment je me suis énervée contre tout et n'importe quoi, des choses plus ou moins sérieuses, les gens dans le métro, Anne Sinclair, enfin je me suis pas énervée contre Anne Sinclair, mais les gens qui parlaient d'Anne Sinclair, voilà, la maternité. Et, je suis pas très régulière en fait, c'est ça le problème. Parce que c'est vraiment une question de temps, mais j'aime bien l'idée du blog, de toute façon j'aime bien l'idée du coup de gueule en général, ou du coup de cœur, ou le fait d'exprimer les choses comme ça tout de suite, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que le ton est très différent des textes écrits, publiés, enfin publiés chez les éditeurs. Ouais, il y a un ami éditeur qui m'a dit un jour, t'es meilleure sur ton blog que comme romancière, mais c'était juste pour être méchant. Oui, le ton est très différent parce que je suis pas en littérature sur le blog en fait. Voilà, je parle comme j'essaie de parler comme je le fais dans la vie. Donc voilà. Et puis parce que peut-être je n'arrive pas à dissocier l'imaginaire d'une certaine douceur en fait, d'une certaine poésie. Je peux être assez lyrique, alors que sur un blog, je vais avoir tendance à être à exprimer plus mon caractère court. Voilà. Puis mon caractère engagé sur certaines choses. Voilà. Sur des choses vraiment importantes. Récemment, on a fait brûler la durée. J'ai failli faire une note de blog et puis finalement, j'ai pas eu le temps. Finalement Facebook. Finalement Facebook. Quelqu'un a-t-il ou elle une question? Non. Je vous remercie. Voilà. Alors, je pense qu'on a encore largement du temps pour continuer. Je pensais qu'il y aurait plus d'interventions. C'est pour ça que du coup à la limite on peut continuer de parler de Narco ou de La Brume des Jours. Parce que du coup dans ces cas c'est plus sur le Clair Voyage et La Brume des Jours. Le rapport entre ton métier et la jeunesse et la vision d'une œuvre de jeunesse, t'a-t-il influencé ou pas du tout? Mais alors complètement, et surtout maintenant en fait. Alors à l'origine, mon métier d'enseignante influence mon écriture sur les thèmes. Il y a des thèmes que je ne veux absolument pas aborder. Parce que j'ai ce côté en tant qu'enseignante assez. J'essaye de représenter certaines choses et de ne pas aborder certains sujets. Pas par tabou pour le coup, mais juste parce que ça n'est pas mon rôle. Je suis là pour enseigner la littérature. Point. Voilà. Et ça m'influence maintenant parce que je vois ce que les gamins aiment et leur créativité aussi. Je fais un atelier d'écriture avec mes élèves. C'est absolument affreux parce que je dois me retenir de ne pas leur piquer des idées. Ils sont absolument géniaux. Ils sont en train de me construire un roman entre la fantaisie et le steampunk avec des machines dans tous les sens, des prothèses, des personnages loups, enfin des choses assez classiques mais qu'ils arrivent à combiner de façon incroyable et c'est très dur de pas leur piquer. Donc j'essaye, oui, avant j'avais du mal, je séparais beaucoup les deux, maintenant j'essaye de mélanger les deux et c'est assez intéressant. Et dans mon écriture et dans ce que je donne aussi en tant qu'enseignante. Ton prochain roman, il est en jeunesse ou Oui, en jeunesse. D'accord. Et donc, t'as
piquer aucune idée à... Non, non, mais j'évite de leur piquer des idées. D'ailleurs, je leur dis dès le début que je vais éviter de leur piquer des idées, mais c'est difficile. Et plus sur le clairvoyage et la brume des jours, là, c'était... quels sont les thèmes sur lesquels tu n'as pas... tu as hésité à aborder ou... Déjà, on en parlait tout à l'heure, le deuil. Je voulais pas trop parler du deuil de Clara. Je trouve que c'est pas un sujet que j'avais tellement envie d'aborder. Je voulais juste effleurer. C'était pas le propos. Il y a aussi le sexe que j'aborde pas très, très facilement parce que ça c'est vraiment mon côté enseignant. C'est-à-dire que je veux bien répondre aux questions, mais je veux pas donner une vision particulière. Voilà. Puis ça s'y prêtait pas pour le clairvoyage. Voilà, c'est à peu près les deux thèmes que j'avais évité à l'époque, mais j'évite moins maintenant parce que j'ai réussi à mélanger justement mes deux métiers, enseignante et écrivain. Donc c'est plus facile pour moi de voir où sont les limites. Et du coup, entre les romans jeunesse et narcogenèse, donc adultes, quels sont les... est-ce qu'il y a des thèmes que tu aurais voulu aborder dans La brume des jours, dans le clairvoyage, qui auraient plus et du coup été répercutés sur narcogenèse ou est-ce qu'il y a des thèmes que tu aurais voulu aborder mais qui finalement qui se sont retrouvés plutôt dans narco ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'on a les mêmes thèmes dans le clairvoyage narcogenèse. Toujours la responsabilité, la place qu'on a dans le monde, la famille, le tabou, on est toujours dans le même thème de toute façon. Mais les adultes prennent la place plus importante dans narcogenèse, alors que dans le clairvoyage et la brume des jours, c'est davantage Clara et donc plutôt l'enfance. Est-ce que tu penses que dans un roman jeunesse, c'est davantage l'âge des héros ou l'âge qui fait que c'est un roman jeunesse ou c'est... Non, c'est pas l'âge des héros, surtout dans narcogenèse. Déjà, il y a des enfants qui sont importants. Il y a deux enfants de cette famille donc gaucher, qui sont très importants. Et puis il y a plein de blessures d'enfance dans narcogenèse. Pratiquement tous les personnages de narcogenèse ont des blessures d'enfance et ont évité de se construire à cause de ça. Donc on est encore en plein dans le thème de l'enfance, à part évidemment Simon, ce flic qui est le seul adulte en fait responsable de l'histoire. Maintenant, oui, effectivement, on a coutume de prendre des personnages adolescents pour un roman jeunesse et puis des adultes, mais pas dans Narco. Donc clairvoyage, ça se vérifie évidemment, mais pas dans narcogenèse, puisqu'on a vraiment ce thème de l'enfance et de la défaillance des adultes face aux enfants, que ce soit dans le passé ou au moment de l'histoire. Bah oui, parce que quand tu disais qu'ils évitaient de se construire, justement, j'allais prendre l'exemple de Simon, qui lui justement se construit sur le fait qu'effectivement il devient orphelin, mais c'est pas grave, il va essayer de s'en sortir et aussi et surtout de sortir sa sœur de cette vie-là. J'essaie de voir... et donc tu penses que tous les autres personnages importants et adultes sont finalement restés un peu dans l'enfance en évitant de se construire dans narcogenèse? Ouais, non, c'est pas resté dans l'enfance, ce serait un peu simpliste de réduire ça à un syndrome Peter Pan, mais ils transportent avec eux leurs blessures d'enfance. C'est un petit peu différent. C'est un peu comme notre marchand de sable qui a grandi comme un monstre et qui est devenu un monstre dans le monde des rêves. Les adultes sont devenus des entre-deux, voilà. C'est-à-dire qu'ils portent tellement leurs blessures d'enfance qu'ils ne sont pas capables de transmettre autre chose que du silence et autre chose que des défaillances. C'est ça surtout. Je pense pas qu'on reste dans le monde de l'enfance, qu'on soit dans le monde des adultes. Et là, je pense que chacun de nous porte ses bagages jusqu'au moment où on arrive à les déposer quelque part, dans un livre, chez un psy, dans un travail, dans une famille. Et donc voilà, c'est ces adultes entre deux. Oui, parce que même Simon, finalement, son refus de s'engager, finalement, qu'avec sa sœur et son neveu,
c'est aussi la monstration de son mal-être, de la perte de sa mère, ou pas du tout? Non, justement, pour moi, Simon, qui refuse d'avoir des enfants, qui refuse de faire autre chose qu'un métier vraiment humain, c'est-à-dire d'être flic, d'essayer de nettoyer le monde de son horreur, c'est un adulte très construit, justement. Parce qu'il refuse tout ça, il refuse le poids social qui est très très fort dans la narcogenèse, donc toujours avec cette histoire de bourgeoisie, de lignée, voilà, et lui refuse tout ça. Donc justement, lui, c'est un adulte qui a survécu à son enfance, il vit pour les autres. Complètement. D'accord. Eh bien, merci. Si jamais il y a une ou plusieurs autres questions avant qu'on puisse finir. Il y a un micro, non? Sinon je braille. Alors j'ai pas lu Narcogenèse. C'est mal. Désolé, mais je peux me rattraper, j'ai cru voir à côté. Et à vous entendre, j'ai récupéré la conf en cours de route. Est-ce que ça aurait pu devenir de la littérature blanche plutôt que du fantastique? Mais complètement, complètement. De toute façon, je crois que je suis toujours borderline en fait. À l'origine, je lis de la littérature blanche et de l'imaginaire aussi, donc je suis toujours entre les deux. Ça aurait pu être complètement de la littérature blanche, j'aurais pu rester sur l'enquête elle-même, l'enquête policière, et trouver des secrets dans cette industrie pharmaceutique que les gauchers ont construite, et en fait, cette réussite que les gauchers ont construite, et en fait, j'avais envie de mettre ce personnage du marchand de sable. Je peux pas dire pourquoi, c'est ça le problème, mais j'avais envie de mettre ce personnage du marchand de sable, j'avais envie aussi qu'on imagine jusqu'à la fin que les deux explications étaient possibles, qu'on oscille entre les deux explications toujours, voilà, avec une réponse à la fin. Donc oui, ça aurait pu être de la littérature blanche. Ce que je comprends, c'est que le fantastique ajoute du sens, a priori avec le marchand de sable, c'est ça? Oui, complètement. Donc, il faudra lire alors si on veut en savoir plus. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Hop, juste là. Bonjour. Quelle a pu avoir comme influence dans votre écriture des romans type familiaux comme par exemple Les gens de Mogador ou des auteurs anglophones par exemple qui parlent d'histoire de famille? Est-ce que ça a eu un impact sur vous ou alors c'est juste votre histoire personnelle? Oui, ça a eu un impact. Il faut sortir cet homme, c'est mon mari en fait. Ouais. Non, bien sûr que ça a eu un impact. Les gens de Mogador, je vous remercie d'avoir posé cette question. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Les gens de Mogador, un grand roman qui a été peut-être mal perçu, qui a été perçu vraiment comme un roman de gare, une espèce de saga familiale comme Jalna, mais qui est très très bien écrit, où effectivement, j'aime bien ce genre de saga familiale. Il y a Narcogenèse est aussi une saga familiale, évidemment, parce qu'on prend plusieurs générations de femmes qui essayent de survivre à cette famille. Personne n'a d'autres questions? Eh bien, on va vous laisser. Je ne sais pas si tu as une séance de dédicace après ou pas. Je ne sais pas parce que j'arrive du train, mais oui, je pense. Ok, bon, voilà. Eh bien, sans doute à la librairie tout à l'heure, une séance de dédicace. Et après, il y aura une conférence de David Lloyd, il me semble, juste après nous. Oui. Donc voilà. Merci. Au revoir.